l'ONU pour juger ce type de crime. La réalité que je vis, c'est celle du double langage permanent de l'Occident. Alors là, je pouvais vous donner des exemples sans arrêt. L'ambassadeur américain qui invoque les droits de l'homme, la Convention contre la torture, etc. Alors qu'à Guantanamo ou en Afghanistan, la torture est pratiquée tous les jours par des agents du pouvoir américain ou par l'armée américaine. Donc un double langage qui est désormais plus accepté par les pays, notamment de l'hémisphère sud. Double langage aussi en Côte d'Ivoire. À l'issue des élections présidentielles d'octobre 2010, le scrutin se révèle tellement serré qu'aucun des deux candidats n'accepte de reconnaître sa défaite. La situation dégénère en un conflit armé qui oppose les deux camps dans de nombreuses parties du pays. Après plusieurs tentatives infructueuses de médiation de chefs d'État africains, la France demande à l'ONU d'intervenir. Ma position était que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'instances et d'institutions nationales qui ont un rôle bien défini. Ces institutions ont leurs faiblesses, ont leurs défauts, qui sont des faiblesses et des défauts liés au niveau de développement du pays, mais qu'il fallait laisser le soin aux Ivoiriens de travailler petit à petit à renforcer ces institutions pour qu'elles deviennent des institutions véritablement démocratiques. La diplomatie française, empêtrée dans ses vieux réflexes de France-Afrique, choisit alors de soutenir le candidat Ouattara, ex-numéro 2 du FMI, qui semble offrir plus de garanties aux entreprises françaises implantées de longue date en Côte d'Ivoire. Pour moi, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a déclaré le vainqueur, il n'appartenait pas à la communauté internationale de s'ingérer dans les affaires internes du pays pour dire non, ce n'est pas celui-là le vainqueur, c'est l'autre le vainqueur. Ça ne peut que fragiliser les institutions africaines qui sont en cours de construction. Il faut les laisser faire leurs propres erreurs et il faut laisser aux populations africaines le soin de conquérir leur propre liberté et de construire leurs propres institutions. Amnesty International, présente sur le terrain depuis une vingtaine d'années, enquête sur les violations des droits humains commises par les deux camps, mais aussi sur l'attitude troublante des forces de l'ONU. Les forces de l'ONU avaient notamment pour mandat de protéger les populations civiles, et c'est une chose qu'elles n'ont pas faite. Nous reconnaissons qu'elles étaient confrontées à des obstacles extrêmement graves, mais dans le cas de Douékoué, par exemple, où des centaines de personnes ont été tuées, il y avait un camp de l'ONUCI à 1 kilomètre de là, et ils n'ont pas bougé, non seulement le jour du massacre, mais dans les jours qui ont suivi. Quand on voit le soldat à casque bleu, les yeux fermés ici, alors que les chasseurs d'oiseaux, donc, qui ont fait partie des personnes qui ont fait ce grand massacre à Douékoué le 29 mars, ces chasseurs d'oiseaux passent en toute impunité, justement, derrière ce soldat casque bleu, les yeux fermés. Donc c'est effectivement assez symbolique de ce qui s'est passé à Douékoué, un massacre commis par les forces pro-Ouattara, avec les casques bleus qui ne sont pas intervenus ce jour-là. Peu d'interventions se sont faites lors de grandes violences. Pendant ce massacre de Douékoué, on sait qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a un endroit qui a été particulièrement violent, c'est l'Ouest. Tous les enjeux fonciers, des combats entre dits allogènes et dits autochtones. Donc on savait qu'il y allait se passer des choses terribles dans cette région. Il y avait 200 soldats casques bleus pour protéger toute une population. Et après ce grand massacre du 29 mars, toujours que 200 soldats. Aucun renfort n'est envoyé. Alors que la plupart des villages aux alentours sont vidés, ont été brûlés, les gens sont partis dans la brousse, ont été eux-mêmes pourchassés par des chasseurs d'oiseaux avec des chiens. Tout ça sans aucun renfort, pas un soldat de plus casque bleu. Alors qu'il y en a 10 000 en Côte d'Ivoire et que 200 ici à Douékoué. C'est incompréhensible. Une situation incompréhensible constatée sur le terrain par la mission d'Amnesty qui a pu recueillir les témoignages des victimes afin d'établir la vérité sur les exactions perpétrées, aussi bien par les pro-Gbagbo que par les pro-Ouattara. Nous avons eu la possibilité d'aller dans des villages et où des personnes nous ont communiqué des informations quant aux exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FRCI
et des abus commis notamment par les deux autres. Nous avons également rencontré quelques femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, dont le viol. Nous avons pu également rencontrer quelques personnes qui ont été torturées à l'aide du plastique fondu sur le corps. Il dit mon vieux bonjour. Il dit ah bonjour mon fils. Mon mari et mes enfants. Arrivé à Depem, il a été arrêté par les forces républicaines. Et je ne l'ai plus revu. Qui sont l'objet des poursuites, de la chasse à l'homme et tout ça. Vous dites à Godiboué? Oui. C'est là où vous étiez assis là? Oui, c'est là. Mais après, où est-ce que... On a eu l'impression, avec la victoire d'Alassane Ouattara, que les choses étaient réglées, que maintenant on allait voir une nouvelle Côte d'Ivoire renaître de ses cendres. Notre rapport montre que malheureusement, ce qui s'est passé durant ces 6 mois a laissé des traces et que s'il n'y a pas justice et vérité immédiatement, les victimes d'hier peuvent se révolter à nouveau et cette Côte d'Ivoire ne peut être rebâtie qu'avec une justice. Et si la justice est une justice de vainqueurs, où seulement les gros Gbagbo sont jugés, alors que les troupes luttant pour Alassane Ouattara sont blanchies de tout reproche, eh bien on va vers de très graves crises à l'avenir. À mon avis, ce qui est au bout du rouleau, c'est l'idée que l'Occident, à lui seul, soit porteur de cette nécessité et que par l'ingérence, on va imposer aux autres le respect des droits de l'homme chez eux. Ça, je suis désolé d'avoir à le dire, mais c'est un résidu de la pensée néocoloniale et ça ne fonctionne plus, en fait. Donc c'est plutôt dans l'avenir le potentiel de démocratisation qui va être à l'œuvre dans chacun des pays. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Parce que les pays européens ne sont pas devenus de plus en plus démocratiques et n'ont pas respecté de plus en plus les droits de l'homme, parce qu'une ONG de martiens ou une armée martienne est venue chez eux. C'est le mouvement interne. De même que les puissances occidentales s'ingèrent dans le mode de gouvernance des pays émergents, les grandes instances financières internationales maintiennent sous tutelle et dépendance ces États fragiles et leur dictent leurs politiques économiques. Conséquence immédiatement vérifiable, les budgets alloués à la santé, l'éducation, le logement, l'environnement sont réduits à peau de chagrin et les droits économiques, sociaux et culturels des populations sont constamment bafoués. Il y a une schizophrénie des Nations Unies, ou des pays occidentaux en général, des Nations Unies qui est absolument... qui saute aux yeux, qui est détestable, qui est pratiquée comme dans une sorte de normalité, comme si de rien n'était. Au Conseil des droits de l'homme, la France, je prends la France, je pourrais prendre un autre pays occidental, l'ambassadeur de France vote pour le droit à l'alimentation, la défense du droit à l'alimentation, tous les mécanismes qui permettent de le défendre. Et 500 mètres plus loin, au bord du lac, dans la grande salle de l'Organisation mondiale du commerce, un autre ambassadeur de la France, de la même République de la France, vote pour la libéralisation à outrance pour permettre la pénétration des sociétés multinationales occidentales.